Le recrutement est sans aucun doute l'une des activités les plus cruciales en ressources humaines. Il consiste à attirer et sélectionner les bons candidats qui vont répondre à des vacances de poste au sein de l'entreprise. Dans ce module, nous allons voir les différentes étapes d'un processus de recrutement. Nous allons voir 8 étapes plus particulièrement, inspirées du livre de Sylvie Guerrero. Il existe d'autres taxonomies avec plus ou moins d'étapes, mais qui reprennent à chaque fois les mêmes fondamentaux dans le processus de recrutement. Lors d'un recrutement, nous avons l'impression que c'est le recruteur qui est en position de force et que c'est le candidat qui est terrorisé à l'idée d'obtenir le poste ou non. Certes, il est important pour le candidat, il est même vital pour le candidat d'avoir du travail, mais néanmoins, il aura sans doute plusieurs chances. Par contre, pour le recruteur, il n'aura qu'une seule chance. S'il décide d'embaucher le candidat, il devra vivre avec lui pendant plusieurs années. Et même s'il se sépare de lui assez rapidement, le coût va être énorme. En effet, pour un salaire d'à peu près 30 000 €, on estime le coût d'un recrutement raté à près du double. Quand vous comptez les salaires qui sont versés, les clients perdus du fait d'un mauvais travail, le temps que vous avez passé en formation et le coût d'un nouveau recrutement, vous voyez bien que ce coût du recrutement raté est considérable. L'objectif donc des ressources humaines est avant tout de sécuriser le processus en suivant des étapes et des techniques bien précises. L'objectif de ce module est que vous compreniez le processus dans son intégralité et chacune des 8 étapes en particulier. À la fin de ce module, vous devriez être capable de mener un recrutement de A à Z. Nous pouvons avoir l'impression que le recrutement est une action assez facile et intuitive et qu'il suffit de poster une annonce pour recevoir des candidatures et qu'ensuite choisir la meilleure des candidatures est un acte assez simple. Or, ce n'est pas le cas. Le recrutement est un acte très complexe et nous l'avons vu en introduction, qui a de nombreuses conséquences pour l'entreprise, des conséquences qui peuvent être extrêmement positives si le recrutement est réussi ou extrêmement négatives si le recrutement est raté. Il est donc important de suivre un processus strict et précis. Le processus proposé en 8 étapes est le suivant. Première étape, l'essentiel est de recueillir le besoin de l'entreprise. La deuxième étape consiste à trouver la personne idéale qui va répondre à ce besoin. Troisième étape, celle des sources de recrutement, consiste à déterminer quelles sont les différentes possibilités pour trouver ce profil idéal. La quatrième étape sélectionne parmi ces sources le moyen de recrutement approprié. Une fois que ce moyen de recrutement approprié a été trouvé, on peut lancer la cinquième étape, soit la campagne de recrutement. Celle-ci nous permet de recevoir des candidatures qui seront sélectionnées lors de la sixième étape. Septième étape, il y a la décision qui va être prise et le processus ne s'arrête pas là puisqu'il y a une huitième étape qui est celle de l'intégration. La première étape du processus de recrutement consiste à définir le poste. Définir un poste correspond à réaliser une fiche de poste en langage technique des ressources humaines. Définir un poste, c'est avant tout définir quel est le besoin de l'entreprise. En effet, on va recruter quelqu'un pour répondre à un manque au sein de l'entreprise. Il faut bien le définir précisément pour pouvoir réaliser le meilleur recrutement. Cette fiche de poste va permettre de décrire le poste en question en détail avec le plus de précision possible. Première des choses, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans cette fiche de poste. Il y a 3 axes principaux dans la définition. La première est la mission du poste. La mission du poste est l'essence du travail. Quelle est l'essence du travail? Quelle est la raison d'être du travail? C'est généralement indiqué en une phrase assez généraliste qui va non pas rentrer dans les détails des différentes responsabilités qu'il y a à réaliser, on ne rentre pas dans le contenu du poste, on reste sur l'esprit général du travail et je vous donnerai un exemple très rapidement. Deuxième axe dans la définition de la fiche de poste, c'est d'indiquer les responsabilités. Ici, il faut être le plus précis possible et cette précision va avoir son importance parce que suivant les actes qu'il y a à réaliser, suivant les responsabilités, suivant le contenu du poste, on va avoir besoin de particularités chez les candidats. Donc il faut être le plus descriptif possible, le plus exhaustif possible et essayer de ne rien oublier. Enfin, un dernier axe dans la définition du profil, c'est le positionnement dans la structure. On va voir
quel est le supérieur hiérarchique, est-ce qu'on a des subordonnés et avec qui on est en contact au sein de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe avec par exemple des clients. Là aussi, ce positionnement dans la structure est particulièrement important puisqu'il va déterminer certaines caractéristiques clés qu'on va rechercher chez les candidats. Il est évident que si un poste est ouvert vers l'extérieur, qu'il y a un contact permanent avec les clients, dans le profil recherché, nous allons chercher des gens qui sont plutôt à l'aise socialement. Quand on regarde un exemple de fiche de poste, donc je vous en ai fait un qui correspond au personnage miné à ESC Land. Donc j'ai créé cette entreprise ESC Land à Marne-la-Vallée qui est censée concurrencer Disneyland et qui est un parc d'attractions familiales. On voit bien dans cette fiche de poste les différentes axes que je vous ai donnés, avec premièrement une mission de poste qui reste générale et qui présente bien la raison d'être du job. Deuxièmement, on voit bien le positionnement dans la structure, avec la personne qui est au-dessus, puis les différentes interactions qu'on va retrouver dans l'entreprise, et enfin un contenu de poste qui est très précis. Alors vous pouvez trouver en entreprise différentes fiches de poste avec plus ou moins de détails. On peut intégrer salaire, on peut intégrer des contraintes spécifiques, on peut même intégrer le profil de la personne qui correspondrait à ce travail. Il y en a de nombreuses. Moi, je vous invite à taper fiche de poste sur Google et vous verrez, vous aurez de nombreux exemples. Ici, je me suis contenté de donner une fiche de poste à minima avec les informations essentielles. L'idée est pédagogique, c'est de bien faire la différence entre le poste, la fiche de poste, c'est-à-dire le besoin de l'entreprise, et ensuite ce qu'on va voir par la suite, la fiche de profil, qui est le candidat idéal qui va répondre à ce poste. Mais il est vrai que dans de nombreuses entreprises, on mixe un peu les deux, on mixe à la fois le poste et la personne qui y correspond. Ça va dépendre des entreprises et de la sensibilité du DRH. Une deuxième question est qui va réaliser cette fiche de poste? Alors il est préférable que ce soit un spécialiste des ressources humaines qui rédige cette fiche de poste. Pourquoi un spécialiste des ressources humaines? Parce que déjà c'est un acte assez technique et qu'il est préférable que ce soit quelqu'un qui soit formé à rédiger des fiches de poste, qui ait l'habitude de manipuler des fiches de poste, qui la réalise. Deuxièmement, ça ne fait pas forcément partie du travail d'un manager et donc pour éviter que ce soit bâclé, il est recommandé de laisser ça à quelqu'un qui est habitué aux ressources humaines et qui comprend l'intérêt de la fiche de poste. La deuxième question, c'est qui va fournir les informations nécessaires pour réaliser la fiche de poste. Là aussi, il y a deux possibilités. Ça peut être l'employé et le supérieur hiérarchique. Alors, qui choisir entre l'employé lui-même, qui explique son poste, ou le supérieur hiérarchique qui connaît le poste? La réponse, c'est les deux. Il est préférable, effectivement, d'interroger les deux pour différentes raisons que je vous donne un peu dans le désordre. Alors, concernant le titulaire du poste, il est important de l'impliquer dans la réalisation de la fiche de poste parce qu'il connaît le travail en détail. Alors ça peut aussi poser quelques problèmes parce qu'il risque d'apporter beaucoup plus d'importance aux tâches qui sont à fort statut ou en tout cas qui lui renvoient une image positive de lui-même. Il peut aussi considérer que ses tâches préférées sont les tâches les plus importantes. Il n'a pas forcément conscience parfaitement de son niveau de pouvoir dans la structure et il peut être amené à le surestimer. Finalement, il peut être aussi réfractaire à l'idée de passer du temps pour donner une bonne description de poste en considérant que ça ne va rien lui rapporter et que son intérêt est de réaliser sa tâche au maximum. C'est le manager qui est le mieux placé pour déterminer quelles sont les responsabilités du poste et quelle est l'autorité qu'a l'employé par rapport aux autres individus. Il est aussi au courant de toutes les tâches que l'employé doit faire et notamment il est capable de hiérarchiser ces tâches en donnant les tâches les plus importantes et celles qui sont les moins importantes.
Il est donc essentiel à la fois de consulter l'employé, mais aussi le manager, pour récolter toutes les informations et avoir une vision d'ensemble du poste. Nous venons de voir qu'il est important que ce soit un professionnel des RH qui réalise cette fiche de poste. Nous venons aussi de voir qu'il est important de collecter les informations auprès à la fois du manager mais aussi de l'employé. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire pour collecter ces informations. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs manières de collecter ces informations. La première est l'entretien ou l'interview. Donc une interview se fait par le professionnel des RH. Ces interviews peuvent se faire de manière individuelle ou collective et il consiste à demander à l'employé ou au manager d'expliciter le rôle que la personne doit réaliser. Donc, il peut y avoir des interviews de type non structuré ou des entretiens et des interviews de type plus structuré avec une grille de questions bien précise. Et on va utiliser des entretiens non structurés ou structurés suivant le niveau de structuration de la fonction RH au sein de l'entreprise. De manière générale, dans les grandes entreprises où il y a une fonction RH bien établie, il existe des fiches types que l'on remplit à la suite de ces interviews avec des questions bien précises. Voilà le type de questions que vous pouvez poser en entretien. Déjà, c'est en quoi consiste votre travail, qu'est-ce que vous faites exactement, quelles sont vos responsabilités, quels sont les standards de performance, dans quelles conditions vous travaillez, quel est votre environnement, etc., etc. N'oubliez pas aussi de demander les tâches un peu plus exceptionnelles, mais qui peuvent être tout aussi importantes. Je donne un exemple, si on devait recruter un instituteur, c'est sûr que savoir nager, c'est pas quelque chose qui va faire très fréquemment. Maintenant, si en cas de sortie, il y a un élève qui se noie, ça peut être important d'avoir des notions de secourisme ou d'avoir des notions de natation. Donc voilà un exemple tout bête, mais on a tendance à croire qu'il faut se consacrer aux éléments routiniers du travail. Non, il faut aller au-delà et essayer de voir ce qui peut être important. Un deuxième moyen de collecter l'information pour la fiche de poste est de faire des questionnaires, d'utiliser des questionnaires. Donc les questionnaires peuvent être plus ou moins complets et développés. Vous avez dans un extrême un questionnaire très développé avec 100 activités possibles et l'employé doit cocher chacune des activités qu'il réalise. De l'autre côté, vous avez des questionnaires qui sont très vagues et qui demandent simplement de décrire les principales responsabilités du travail et les principales tâches qu'il y a à réaliser dans le travail. Quelle est la meilleure possibilité? Je pense que la meilleure possibilité est une combinaison des deux. Dans un premier temps, proposer à l'employé un certain nombre d'activités et l'employé doit cocher les activités qu'il réalise vraiment. Et dans un deuxième temps, laisser une question plus ouverte sur sa perception des responsabilités et des tâches qu'il a réalisées pour son travail. Ainsi, grâce à la liste des tâches qui sont proposées, l'employé n'aura pas tendance à sous-estimer ou à oublier une tâche qui n'est pas agréable pour lui et donc aura en tête toutes les tâches qu'il peut réaliser. Le fait de laisser un questionnaire ouvert permet d'intégrer des tâches qui n'ont pas été prévues et permet aussi d'avoir la perception de l'employé sur ces tâches les plus importantes. Donc une combinaison des deux me semble le plus pertinent. Un troisième moyen de collecter l'information est d'observer directement l'employé en train de réaliser sa tâche. Alors ça marche pas à tous les coups, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant puisque on voit directement ce que l'employé est obligé de faire, mais il y a certaines limites à cette technique. Alors déjà, la première, c'est qu'il faut observer un cycle complet de travail pour que ça soit exhaustif. Et des fois, les cycles de travail sont assez longs, donc ça serait une observation qui serait un peu trop rébarbative. Deuxièmement, dans certains travaux, il y a des activités mentales et il est difficile d'observer l'activité mentale. Ensuite, il est possible que le simple fait d'être observé va changer le travail de l'employé. Donc c'est dur d'avoir une image réelle de l'activité de l'employé. Enfin,
on n'a pas toujours les activités importantes lors de l'observation. Pensez à une infirmière qui va être observée pendant 2 journées, il n'est pas sûr qu'elle ait affaire à une urgence. Or, l'urgence est pourtant quelque chose de primordial dans son travail qui serait oublié lors de la fiche de poste. Donc l'observation peut être intéressante, mais uniquement en combinaison d'autres techniques pour pouvoir être efficace. La dernière manière de collecter l'information est d'utiliser des journaux qui permettent aux employés d'écrire tout au long de la journée ce qu'ils réalisent. Alors pour éviter que ça soit très rébarbatif et que l'employé ait à se souvenir tout ce qu'il a fait à chaque moment de la journée ou qu'il interrompe son travail pour écrire constamment ce qu'il est en train de faire, il y a eu des entreprises qui ont fourni des bips qui rappellent à l'employé à un certain moment de la journée qu'il faut qu'il introduise dans un journal ce qu'il est en train de réaliser. Donc le bip sonne aléatoirement, par exemple à 10 heures du matin, et l'employé doit s'arrêter et inscrire ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle. Et ça permet ainsi d'avoir une vision un peu plus aléatoire et un peu plus diverse des différentes tâches que l'employé réalise. Là encore, le journal personnel doit se faire en parallèle des interviews ou des questionnaires pour pouvoir être efficace. Une fois que l'on a défini le besoin de l'entreprise, il faut dans un deuxième temps définir quel est le profil qui va répondre à ce besoin. Il s'agit d'effectuer une fiche de profil. Donc la fiche de profil, c'est déterminer ou faire un portrait robot du candidat idéal. Pour cela, il faut exprimer quelle est la formation idéale ou quelles sont ses qualifications nécessaires. Est-ce qu'il a besoin d'avoir un bac+5 école de commerce, un BTS action commerciale, etc. Il faut éviter, même si on peut le faire, de rentrer dans ces détails bien précis du type de diplôme. Maintenant, avoir un bac+2, bac+5, ça peut être intéressant de déterminer son niveau d'études, notamment s'il doit être cadre, aller plutôt vers un bac+5 ou un bac+2 avec beaucoup d'expérience. Et ensuite, pour la spécialisation aussi, on peut demander des spécialisations en génie mécanique ou toute autre chose, mais de déterminer diplôme école de commerce et se séparer de tous les gens qui ont fait un parcours universitaire, c'est peut-être un peu risqué, un peu trop précis. On peut aussi déterminer quelle est l'expérience professionnelle qui est nécessaire entre aucune expérience, c'est-à-dire jeune diplômé, 1 ou 2 ans d'expérience, voire 5 ans ou 10 ans d'expérience. Quelles sont les compétences attendues? Est-ce qu'il doit parler anglais, par exemple? Est-ce qu'il doit connaître d'autres langues? Est-ce qu'il doit connaître de la programmation informatique? Il faut ensuite, et c'est là peut-être la partie la plus difficile, déterminer les caractéristiques de personnalité du candidat idéal. Entre autres, est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il doit travailler en équipe? Est-ce qu'il doit être créatif? Et là, la difficulté, c'est justement de sélectionner parmi les traits les plus importants. Il est évident que plus il a de caractéristiques de personnalité intéressantes, et mieux c'est. Mais il faut déterminer quelles sont les caractéristiques de personnalité qui correspondent parfaitement au job en question. On peut terminer la fiche de profil par des conditions particulières, comme par exemple, est-ce que le candidat idéal doit habiter dans une certaine zone géographique? Ça peut être important pour un VRP ou quelqu'un qui est amené à se déplacer, de bien connaître le tissu économique local, de bien connaître la région, et en tout cas d'avoir ses repères. On peut aussi mentionner éventuellement dans la fiche de profil sa rémunération ou les perspectives d'évolution si le poste est amené à évoluer. Comme vous vous en doutez, le candidat idéal n'existe pas. Ça va être très difficile de trouver ce candidat idéal, voire même impossible. Donc, il va falloir hiérarchiser ceux dont vous allez avoir le plus besoin pour le job en question. Hiérarchiser, ça consiste à noter de 1 à 4, par exemple, chacun des points que vous avez mis dans votre fiche de profil. 1, ça peut être un élément intéressant, mais pas du tout essentiel pour réaliser le poste. Si par exemple vous avez une infirmière qui doit travailler à Cannes, c'est peut-être intéressant qu'elle parle russe ou anglais parce qu'il y a beaucoup de touristes russes et anglais. Néanmoins,
Si elle ne connaît pas ces langues, elle pourra très bien réaliser son poste. 4, ce sont des compétences qui sont vraiment indispensables. Et dès que la personne n'a pas cette compétence, il faut l'éliminer de suite. Ce système de hiérarchisation est très important pour sécuriser le processus de recrutement. En effet, quand on est en face de la personne, on peut avoir un très bon feeling, on peut s'identifier à cette personne et oublier les caractéristiques essentielles du recrutement. Donc le fait de hiérarchiser et d'éliminer toute personne qui n'a pas une caractéristique ou de valoriser une personne par rapport à une autre qui a une caractéristique bien particulière en amont de la rencontre avec les personnes permet d'objectiviser le processus de recrutement et le sécuriser. Hiérarchisez systématiquement vos fiches de profil. Cela sera très intéressant pour préparer vos entretiens. Cette hiérarchisation aussi peut servir à effectuer des fiches de notation lors de l'entretien, mais nous verrons ça un peu plus tard. Il existe certains pièges dans la définition du profil. Les deux pièges sont la surcote et le clonage. La surcote consiste à demander un peu trop au candidat idéal par rapport à ce qui est requis. C'est naturel d'avoir tendance pour le travail qui nous intéresse, en tout cas pour ses subordonnés ou pour les gens qui vont appartenir à notre entreprise, de surestimer les compétences et les connaissances qu'il faut par rapport à l'exigence du poste. C'est aussi possible, à l'heure actuelle, dans ce contexte de crise et avec beaucoup de chômage, de recruter des gens qui ont 2 ou 3 années d'études supérieures par rapport à l'exigence du poste, voire même plus. On a même des bac plus 5 universitaires qui se retrouvent avec des jobs de niveau bac. C'est quelque chose qui est assez courant. Néanmoins, cela a beaucoup de conséquences négatives pour l'entreprise. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai connu moi-même dans une entreprise. C'est le recrutement d'une hôtesse d'accueil avec un bac plus 2. Une ancienne commerciale qui a un bac plus 2, qui est habituée à rencontrer du monde, qui se retrouve hôtesse d'accueil. Alors, elle faisait très bien son travail, bien évidemment, mais elle a démissionné au bout de 2 mois parce que ça ne lui correspondait pas et elle se sentait vraiment sous-évaluée par rapport à ses compétences. Il est donc essentiel de mettre quelqu'un qui a le niveau, peut-être un peu plus, mais en tout cas pas beaucoup plus, surtout pas moins, à un certain poste de travail et ne jamais surestimer les compétences qui sont nécessaires pour réaliser le poste. Le deuxième piège dans la définition du profil est le clonage. Le clonage consiste à recruter toujours le même type d'individu au sein d'une entreprise. Si vous avez 3 commerciaux issus d'une école de commerce plutôt bonne, une école de commerce parisienne, et vous devez recruter un 4e commercial, vous allez avoir une tendance naturelle à recruter une 4e personne issue d'école de commerce parisienne. Alors ça a ses avantages. Déjà, ça simplifie le recrutement parce qu'on sait exactement ce qu'on veut. On sait ce qui a marché, donc on va réussir à reproduire le même schéma. On peut se servir aussi du réseau des personnes qui sont déjà en place. Ça va aussi renforcer la culture d'entreprise. On va avoir des gens qui sont issus d'un même milieu, qui ont suivi les mêmes études, qui ont le même profil. Donc on va avoir une culture d'entreprise qui est assez forte. Et ça va réduire le risque d'erreur. Si ça a marché 3 fois, il y a de fortes chances que ça marche une 4e fois. Et changer de profil peut être un peu risqué. Néanmoins, c'est toujours bien d'avoir un peu de sang neuf dans l'entreprise et de changer le profil des individus, ne pas avoir toujours le même profil. En ressources humaines, on parle souvent d'une règle de 3 quarts, 1 quart. 3 quarts de profil identique et 1 quart de profils un peu différents qui vont amener une vision différente et qui vont être une valeur ajoutée pour l'entreprise au travers de la diversité qu'ils intègrent dans l'entreprise. Moi, je suis favorable aux profils un peu plus atypiques parce que c'est une véritable richesse pour l'entreprise et plutôt que les 3 quarts et 1 quart, je dirais 2 tiers, 1 tiers me semble plus important pour apporter un regard différent sur le fonctionnement de l'organisation, pour apporter cette remise en cause qui pourra être une véritable valeur ajoutée. Une fois qu'on a réalisé le portrait robot du candidat idéal, il faut déterminer où trouver ce fameux candidat idéal.